Bon début de semaine à toutes et à tous, madame, messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information. Paul Kagame, l'ignorant de l'histoire de la région des Grands Lacs, il est en déphasage selon l'historien Isidore Ndayouel. Ce scientifique a réagi aux propos tenus par le président rwandais au Bénin revendiquant les terres à la République démocratique du Congo. Modeste Bahati appelle à un sursaut patriotique pour sauver le pays, une interpellation contre les discours politiciens face à la menace qui pèse sur l'unité nationale. Pour le président du Sénat, les acteurs politiques à la course au pouvoir risquent de diriger un pays qui n'existera plus. Vous allez l'entendre dans cette édition d'information. Et puis des bagarres entre bandes et Kuluna à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est descendu sur les lieux. Dans une tribune populaire, Peter Kazadi demande à la population de faire confiance au gouvernement. Un numéro vert sera bientôt opérationnel pour dénoncer tout acte incivique. Voilà tout pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Il sort de son silence. Isidore Ndayouel réagit aux propos tenus par Paul Kagame au Bénin sur un supposé transfert des terres rwandaises à la République démocratique du Congo. Je vous propose de l'écouter. Cette déclaration a l'avantage de la clarté. Ah bon? La clarté? La clarté. Les masques sont tombés. Oui, c'est très clair et c'est très intéressant. Et pour le Congo, c'est vraiment un élément intéressant. Pendant des années, le Congo essaie d'expliquer qu'il existe des prétentions hégémoniques du Rwanda sur le Congo. Et le monde international ne croit pas à ses oreilles, non, c'est pas vrai, etc., etc. Bon, voilà que pour une fois, très clairement, on nous dit non, si nous faisons la guerre depuis 25 ans, c'est parce que nous voulons récupérer, soi-disant, nos terres. Alors au moins maintenant, la chose est claire. Mais on peut se dire, s'il en était ainsi, mais fallait-il tuer tant de gens, faire la guerre pendant 25 ans? Si ce n'était qu'une prétention de cette nature, il existe des instances internationales pour pouvoir en juger. Je pense, très honnêtement, que pour qu'un jour nous ayons des rapports sains avec le Rwanda, il y a une guerre salutaire qui doit se faire. J'insiste, salutaire. Salutaire. C'est-à-dire une guerre qui pourrait nous permettre enfin de se regarder face à face et d'être vraiment de même bord. Parce que pour le moment, Rwanda, avec toute l'accumulation des aides militaires internationales, est devenue un peu, je dirais, la Prusse des temps modernes. Isidore Ndayouel était interrogé par Joseph Oscar Mbalkaïj. Pendant ce temps, c'est le silence de cathédrale dans le camp de l'opposition politique autour de cette nouvelle attaque contre l'intégrité du pays. Certains ténors se sont réunis à Lubumbashi et ont botté en touche, un fait qui a inspiré cet éditorial de Cédric Keninambo. La montagne vient une nouvelle fois d'accoucher d'une souris naine à Lubumbashi, dans l'indifférence totale d'une opinion nationale arrimée sur le programme du développement local des 145 territoires et surtout stupéfait par les propos au-delà de la maladresse du président rwandais Paul Kagame qui frise, il faut le dire, la schizophrénie politique en essayant de révisiter l'histoire et les frontières naturelles, sous la barbe, évidemment, de l'Organisation des Nations Unies. En plus, dans un contexte d'agression du Rwanda vis-à-vis de son voisin, la République démocratique du Congo. Et dans un tel décor, sans aucun programme commun, Moïse Katumbi, Matata Ponyo, Martin Fayoulou et Delis Esanga ont signé une déclaration politique commune dans laquelle, de l'avis même des experts de la scène politique congolaise, ils n'ont fait qu'enfoncer une porte largement ouverte. Car, s'interroge le Congolais, à quoi bon de jeter sur les rues de Kinshasa des hordes de sympathisants, mobilisés à coups de billets verts pour soi-disant réclamer des élections dans le délai constitutionnel, alors que
les calendriers de la CENI ne prévoient aucun glissement. Comment ceux qui prétendent vouloir aller aux élections le plus tôt possible peuvent-ils en même temps exiger une dilatation du temps de pourparlers en vue de la récomposition du bureau de la CENI et de la Cour constitutionnelle? Mais alors, qu'est-ce qui se cache derrière la stratégie des pourrissements des opposants qui se contentent à marcher en reculant, en exigeant une chose et son contraire en même temps? Dans un autre registre, les Congolais sont nombreux à se demander si les oppositions réunies à Lubumbashi vivent sur la même planète qu'eux. De toute évidence, les pays que le quattro de l'opposition décrit comme ayant des prisonniers politiques à libérer ou encore les libertés fondamentales en danger n'est pas la République démocratique du Congo, dont tout le monde sait qu'elle vit sous la dispensation de l'état de droit depuis que l'héritier testamentaire du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, qui évidemment Félix Antoine Tshisekedi, exerce la magistrature suprême. Il s'ensuit qu'il y a vraisemblablement une constipation d'idées dans le chef des oppositions en récomposition, telle qu'elle a si bien fustigé l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, qui a vertement refusé de se joindre au quattro d'enfer pour cause d'absence criante d'offres politiques. Pas sûr que les Congolais qui ont appris à apprécier la volonté politique et leadership éclairé du chef de l'État Félix Tshisekedi puissent finalement alors se laisser distraire par des oiseaux de mauvais augure obnubilés par une boulimie du pouvoir à nul autre pareil, en restant curieusement, ça il faut le souligner, silencieux face aux propos moyenâgeux du président rwandais à la recherche de nouvelles terres en plein XXIe siècle. Que disent-ils de ces propos gravissimes et provocateurs du président rwandais? Que pense-t-il de la situation dramatique que vit la population dans la partie est du pays? Au regard de ces mutismes de l'opposition, que vaut pour eux la situation actuelle? La balkanisation ou les prébendes politiques dont ils sont friands? Puisqu'on part de l'Est du pays, Patrick Mouyaya Katembo était face aux jeunes de la société civile à Goma. Le porte-parole du gouvernement leur a rappelé la position du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de ne pas négocier avec le M23. Gaëtan Magalano, de retour de Goma, va nous proposer dans nos prochaines éditions un reportage complet. Procès Mwanga Chouchou, la haute cour militaire a suspendu l'instruction. La cour constitutionnelle a été saisie pour examen de l'exception d'inconstitutionnalité. Marie Kalong. Le jugement du député national Edouard Mwanga Chouchou Izi à la haute cour militaire est momentanément suspendu au regard de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense. Le prévenu Mwanga Chouchou Izi a estimé que le code judiciaire militaire viole la Constitution en son article 153 alinéa 1er combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. Le concluant a plaidé qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités. De surseoir à statuer dans la cause sous RP numéro 31/23 et de saisir la Cour constitutionnelle. Le concluant Mwanga Chouchou s'en remet à la Cour constitutionnelle saisie en l'espèce par la présente exception d'inconstitutionnalité. Conformément à l'article 162 de la Constitution, estimons que le Code judiciaire militaire viole la Constitution en son article 153 alinéa 1er, combiné avec l'article 73 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation. On sait que ce code n'admet pas la surséance, même tirée des effets d'une déclaration de pouvoir en cassation. Considérons ce qui précède. Ce concluant a plaidé qu'il plaise à la haute cour militaire de dire recevable l'exception d'inconstitutionnalité dirigée contre les deux textes de loi précités, de surseoir à statuer dans la cause sous RP numéro 031/23 et de saisir la Cour constitutionnelle. Et la position de la haute cour militaire. Disant droit, reçoit l'exception d'inconstitutionnalité, le mémoire relatif à l'exception d'inconstitutionnalité déposé par devant elle par le prévenu Mwanga Chouchou Izi Edouard ordonne en conséquence la surséance
de l'instruction de la cause instruite sous RP numéro 031/23 et la saisine de la Cour constitutionnelle. Ce qui a enchanté le prévenu Mwanga Chuchu Izi et ses avocats. La position de la haute juridiction militaire étant donnée, cette affaire reste donc suspendue en attendant la réponse de la Cour constitutionnelle. Processus de paix en Ituri, plus de 120 ex-miliciens Codeco récupérés par le programme de désarmement. Le coordonnateur adjoint du PDD RCS indique qu'il y a suffisamment de place pour contenir ceux qui vont se rendre. Junior Selimani. Après plus d'une année d'attente, le programme de désarmement et de mobilisation annonce déjà ses couleurs. En Ituri, 120 éléments ici de groupes armés Codeco et FPIC ont répondu présents à la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue de participer aux efforts de la paix et de la stabilité de cette province. Plus de 20 000 miliciens sont attendus tout au long de ce processus pour le bien-être de la population de l'Ituri, a dit le colonel magistrat Pierre Egide Bossalé, coordonnateur adjoint en charge des questions techniques et opérationnelles du pays de DERCES. On a sur le site une centaine de gens, les ex-combattants qui sont venus principalement d'ici, du territoire du Roumo. Et on espère qu'à partir de ce geste, ceux qui hésitent encore, ceux qui sont encore réticents, vont comprendre qu'il est temps de venir à la paix et de rejoindre les autres. Et on a suffisamment d'infrastructures pour les accueillir. Parlant au nom du vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjoni, a interpellé la conscience collective des Ituriens au pardon sincère, le vivre ensemble, avant d'inviter certains miliciens réfractaires à rejoindre ces programmes. Donnez la paix à ces enfants. Donnez l'avenir, chers leaders. Donnez la paix à vos enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se tuer s'ils savent qu'ils ont des parents qui peuvent, n'est-ce pas, leur demander d'arrêter. Est-ce qu'à un certain moment, on ne peut pas dire on arrête? Donc venez ici, avec les moyens que nous aurons. Yaminga ou Kidogo, venez ici. Mais montrez que vous aimez la paix. Pour la notabilité locale, le lancement de ce programme constitue un espoir pour la paix en Ituri. Sincèrement, nous sommes ceux-là qui nous réjouissons de voir que là, le soleil est en train de vouloir apparaître et que cette luminosité va effectivement donner la paix et la paix tant attendue par les fils et filles de l'Ituri. Pour s'assurer de la prise en charge holistique des ex-combattants, le gouvernement militaire a eu droit à une visite guidée des installations de ce site. Pour l'instant, place à la paix. Je l'ai dit au sommaire, le complot n'est plus un secret. Sauvons d'abord le pays avant des positionnements politiques. Modeste Bahati interpelle la classe politique congolaise. C'était au cours d'une plénière, au cours de laquelle la Chambre haute a voté pour la prorogation de l'état de siège. Sandra Nyangita, Denis Kongi. Le Sénat a, au cours d'une plénière tenue ce lundi 17 avril 2023, adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La plénière était présidée par le président Modeste Bahati Lukwebo. Sur les 109 membres qui composent la Chambre haute du Parlement, 95 sénateurs ont pris part au vote. 85 ont voté la prorogation, 7 ont voté par non et 3 sénateurs se sont abstenus. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahati, a mis à profit cette occasion pour appeler toute la classe politique congolaise à une prise de conscience collective pour privilégier d'abord l'intérêt de la patrie face à l'agression de notre pays par le Rwanda. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu, Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme. Nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays? Donc je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas,
Et aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. Outre le vote de la loi prorogeant l'état de siège sur une partie du territoire national, d'autres matières étaient également à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit notamment de la recevabilité de la question orale avec débat initiée par le sénateur Augustin Matata Pogno sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détermination des conditions de vie de la population, et de la question orale avec débat initiée par la sénatrice Isabelle Kabamba qui, par cette initiative, veut obtenir du gouvernement des explications sur la politique de la gestion du secteur de la justice. À ce sujet, pour se conformer au texte régissant la Chambre haute du Parlement, la plénière a adopté à l'unanimité la résolution d'envoyer ces matières à la commission PAJ pour plus de conformité, afin que celle-ci vienne présenter le rapport à la plénière qui pourra juger de la recevabilité ou non de ces questions orales avant d'inviter les membres du gouvernement concernés par les deux questions orales. Et puis, cette nouvelle de la primature, il est porté à la connaissance de l'opinion qu'après leur adoption par le Conseil de ministres, le Premier ministre a signé le samedi 15 avril 2023 2 décrets dont la substance porte sur la prorogation de la suspension de la perception de la TVA jusqu'au 31 décembre 2023. Il s'agit des décrets ci-après. Le décret du 15 avril 2023 modifiant et complétant celui du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la TVA sur des produits de première nécessité. Et le deuxième décret est celui du 15 avril 2023 modifiant et complétant celui du 15 octobre 2022 portant suspension de la perception de la TVA à l'importation et à la vente de certains biens dans les domaines de la cimenterie et de l'immobilier. Ces deux décrets étant déjà entrés en vigueur, le Premier ministre invite les services chargés de leur application, entre autres la DGDA et la DGI, à veiller sur le contrôle du ministère, à veiller sous le contrôle du ministère des Finances au respect des mesures ainsi prises visant la maîtrise des prix des biens des premières nécessités en vue d'assurer le bien-être de la population. C'est signé Paul Gaspard Ngonda Nkoy. Banditisme dans les quartiers de Kinshasa. Bientôt, un numéro vert sera opérationnel pour dénoncer tout acte incivique. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, l'a annoncé à la population au cours d'une tribune populaire après une attaque des bandits à Limbikaï. Des pertes en vies humaines, des postes de police pillés, des commerces et habitations vandalisés, tels est le bilan des bagarres rangées des jeunes Kuluna de la commune de Kinseso et ceux de Mbanzalemba dans la commune de Lemba du week-end passé. C'est hors la loi défie même l'État, un véritable Far West. Informé de la situation, le patron de la sécurité nationale, Maître Peter Kazadi, s'est rendu sur le terrain pour s'enquérir de cette situation. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité a été accueilli à Moïse par la population de ce coin de la capitale, victime des actes barbares causés par ces inciviques. Dans une sorte de tribune d'expression populaire, Maître Peter Kazadi Kankonde a sollicité la collaboration des uns et des autres pour mettre fin à cette situation avant de leur annoncer la mise sur pied des numéros verts pour dénoncer tous ces malfrats. Ezali kosalama awa ezali anormal. Yango ngai ministre na bino national ya intérieur na ye awa pona otalisa ete l'État azali na ye pona koyebisa bino ke l'État azali na bino, l'État ako abandonné bino te. Mais na lingina lobelo komoko pona l'État sunga bino esengeli bino pe bo sunga l'État. Batu oyo baye kosala mobulu awa ezaka bandeko na biso oyo bofandi na bango. Nayebi bien ke na kati awa ba mususu bazali. Mais bino population bolingi ko dénoncer bango te. Tango boza ko dénoncer kuluna te. Yo mama, yo papa, yo elenge. Nanda kuna bino boyebi ke boza na kuluna na kati. Abimaka zo kata batu machete.
bozoloba bozofunda pa l'État te. L'État akosunga bino na nini? Soki kuluna na sali bioma akimia eko bata mananda kubino bobombie. Séance tenante, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a convoqué une réunion en urgence avec les bourgmestres de ces deux communes et les responsables des services de sécurité pour statuer sur ces cas et arrêter des stratégies. Médias, plus de capacités pour les techniciens de la radio-télévision nationale congolaise, rideau sur la formation des éclairagistes de la télévision nationale. L'éclairage joue un rôle capital dans la production audiovisuelle. La radio-télévision nationale congolaise en pleine renaissance, à l'initiative de son directeur général, Sylvie Elengue-Niembo, dispose désormais d'éclairagistes qualifiés, ce qui sanctionne la clôture des 10 jours de formation des recyclages des éclairagistes à l'ICEA. La cérémonie de clôture était présidée par le représentant du directeur général, l'assistant principal Didier Mbouiminto, qui a remis les certificats aux participants. Cette formation du reste technique vous a permis d'apprendre les fondamentaux de cette filière avec fil conducteur l'éclairage à 3 points, à savoir la lumière principale, la lumière d'ambiance et la lumière contre-jour. Nous sommes persuadés qu'à partir d'aujourd'hui, nous disposons d'une expertise devant assurer en amont d'une prise de vue l'aspect esthétique des images enregistrées désormais dans nos différentes productions. Il a souligné que la formation du personnel de la RTNC est le cheval de bataille de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elengue-Niembo. La formation est parmi les piliers du mandat de Madame le DG. Madame tient absolument que l'ICEA tourne à plein régime, comme autrefois. Il y aura des formations, encore des formations. Déjà ce soir, il y a 2 experts de TV5 Monde qui arrivent pour assurer aussi une formation par rapport au personnel technique de la RTNC. Un des participants a exprimé la gratitude des éclairagistes pour cette formation qui a renforcé leurs capacités. Les éclairagistes ont sollicité par la même occasion leur affectation à la direction du programme et à la cinémathèque. Modeste cérémonie, mais plein de significations pour le directeur de l'ICEA, Mbouyal Mangal, qui tient à redynamiser ce centre de référence de la formation audiovisuelle. À ce sujet, il compte organiser incessamment une journée porte ouverte de l'ICEA. Santé, gestion et surveillance des épidémies dans la région de l'Afrique centrale. Une revue est en cours sur la résilience. Les travaux se tiennent à Kinshasa pour 4 jours. Séverine Pascal Katonda. Depuis 3 ans déjà, le pays membre de la CEAC assure une surveillance collaborative des maladies et de préparation aux épidémies, hommes, animales et environnementales, et renforce les capacités intersectorielles nationales et régionales à travers le projet REDIS 4. Cette structure sous-régionale fait une revue annuelle à mi-parcours pour faire une rétrospection et prospection au regard des objectifs lui assignés, à savoir la gestion et la surveillance des épidémies. Au nom du gouvernement congolais, le vice-ministre de la Santé, Hygiène et Prévention, Serge Emmanuel Olen, a donné le go de travaux en rappelant les attentes de cette institution. L'élaboration de 3 stratégies régionales, la surveillance épidémiologique, la gestion des urgences et une seule santé, afin de parvenir à des recommandations pertinentes devant être soumises à la toute prochaine session du comité régional. L'évaluation du projet REDIS 4 que gère l'unité de gestion du programme de développement des systèmes de santé est cruciale pour renforcer le caractère multisectoriel et faire une bonne riposte générale. L'idée de la mise en place de ce projet REDIS 4, c'était de contenir la propagation des épidémies pour que le projet renforce la résilience des États membres qui participent, mais également à terme la résilience de la sous-région. En termes de réalisation, il faut dire que beaucoup d'épidémies ces 2 dernières années en RDC ont été gérées avec l'appui du projet REDIS 4. Et en termes de renforcement des capacités nationales, c'est le fait qu'on a déjà formé beaucoup de personnel de santé dans tout ce qui est lutte contre la maladie. L'atteinte des objectifs au cours de ces travaux de 4 jours permettra également au pays de mettre en œuvre le programme de couverture santé universelle.
Des OPJ assermentés pour trancher des différends entre les employeurs en marge de textes légaux en matière de sécurité sociale. C'est le pari que veut gagner la Caisse nationale de sécurité sociale. Richard Kalala. La non-affiliation de certaines entreprises, la minoration des effectifs, l'obstruction des agents de contrôle de la Caisse nationale de sécurité sociale à effectuer leur mission comme il se doit, autant de vices qui ne permettent pas la mise en œuvre de la loi de 2016 du régime général de sécurité sociale en RDC. Pour pallier ces difficultés, une session de formation ouverte par le DG de la CNSS, Jacques Moudiaï, à l'intention des inspecteurs et contrôleurs pour faire de cette catégorie de personnes des officiers de police judiciaire, des agents assermentés commis à cette tâche. Mesdames et messieurs les contrôleurs, la formation dont vous allez bénéficier vous permettra d'être revêtus après la procédure d'assermentation de la qualité d'officier de police judiciaire. Cela ne devrait pas être considéré comme un simple titre que vous allez porter tel un trophée, mais plutôt comme un engagement à servir la CNSS et la République. Ceci vous confortera davantage dans votre rôle combien noble de fer de lance de la Caisse. Jean-Paul Sartre, pour ne pas le citer, disait « L'essentiel n'est pas ce que on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce que l'on a fait de lui. » Cette session de formation de 10 jours a été rehaussée de la présence du procureur de la République près le parquet de grandes instances de Kinshasa-Gombe et de plusieurs autres personnalités. Une CIRGEL plus active, efficiente, avec une gestion basée sur les résultats. La République démocratique du Congo y travaille. Le ministre d'État à l'intégration régionale l'a dit au cours des échanges qu'il a eus avec le secrétaire exécutif de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Richard Kalala encore une fois et Sylvie Mouembo. Avec une expertise et une expérience passée en Angola dans des guerres civiles et les corollaires des drames humanitaires en 27 ans, le secrétaire exécutif à la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Samuel Kaolo, a eu des échanges francs sur le retour de la paix dans l'est de la RDC avec le ministre d'État en charge de l'intégration régionale, Antipas Mboussa-Nyamwisi. Le ministre d'État en charge de l'intégration régionale s'est engagé à réactiver la CIRGEL, particulièrement dans son volet paix et sécurité. Nous nous réjouissons de la présence du ministre d'État à l'intégration régionale, son Excellence Nyamwisi Antipas, avec son expérience, que nous pouvons puiser dedans sa sagesse pour que, ensemble, nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons stabiliser l'Est de la RDC. La redynamisation du PDDRC, programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, a été au centre des échanges entre son coordonnateur national, Tambwe Ushindi, et le ministre d'État et intégration régionale, Mboussa Nyamwisi. Tambwe Ushindi a brossé à l'intention de Mboussa Nyamwisi un état des lieux d'avancement du PDDRC et a plaidé pour que chaque ministère qui compose le comité de pilotage du dit programme s'active pour son succès. Comme vous le savez, ce ministère est le point focal de la CIRGEL. C'est le ministère qui suit tout ce que nous faisons. Je suis aussi venu rendre une visite de courtoisie au ministre car j'ai travaillé avec lui il y a 20 ans. Il était alors ministre des Affaires étrangères. Il soutient également que le nouveau ministre d'État va jouer un rôle important dans la résolution de conflits dans l'Est, conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Une soirée organisée en l'honneur du nouveau DG de la GECAMIN, Placide Nkanga. C'est lui. Ce dernier s'engage à donner tout le meilleur qu'il a pour relever les défis énormes pour la renaissance de cette société minière. Un Né-Congo à la tête de la GECAMIN, une première dans l'histoire de cette entreprise et de la province du Congo central. Au cours d'une rencontre dînatoire, la notabilité Né-Congo, hommes d'affaires ainsi que de proches collaborateurs se sont réunis pour célébrer cet instant historique qui s'inscrit en gras dans les archives du Congo central. Lors de ces instants, tous natifs du Congo central ont remercié le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé un des leurs à ses postes. Une volonté exprimée du président Tshisekedi qui réjouit les patriarches Kiwakana, président du Conseil économique et social, notable de la province. Il en appelle au soutien inconditionnel à Placide Nkala et au développement de la province.
Avec un parcours élogieux, cet ancien administrateur-directeur général adjoint de Kamoto Copper Company, KCC, du groupe Glencore, aura une feuille de route très lourde pour redresser cette entreprise, une tâche difficile, mais pas impossible, a-t-il souligné dans son allocution. On est en train de redresser la Gécamine en remettant les gens au travail, en recréant ces richesses qui passent en premier lieu par son patrimoine qui a été pratiquement dilapidé. Nommé en décembre dernier comme directeur général de la Générale de carrière des mines, Placide Kala apporte déjà sa touche dans la renaissance de la Gécamine. Processus électoral dans le Grand Kassai, Fortuna Ndambo, PCA de l'OCC effectue une descente à Ilebo. Objectif, sensibiliser la population à l'enrôlement massif. Berthe Mokonkole. La population d'Ilebo ne se fatiguera jamais de réserver à leur digne fils, Fortuna Ndambo Mafos, un accueil chaleureux à chaque descente dans ces coins de la République. Véritable marée humaine, chants, danse traditionnelle, à l'arrivée du PCA de l'OCC, démarre ainsi une véritable procession, 7 km à parcourir dans une bonne ambiance de communion avec sa base naturelle. Il est ici pour accomplir son devoir civique en vue des échéances électorales à venir. Noyé dans cette foule impressionnante, Fortuna Ndambo Mafos mesure la hauteur des attentes de la population. Les combattantes et combattants l'ont escorté du port jusqu'à l'Institut Chileya d'Ilebo pour son enrôlement. Carte d'électeur en main, après avoir accompli toutes les formalités, les chouchous d'Ilebo lancent un appel à tous. Les élections approchent et nous devons donner à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo un deuxième mandat. Une occasion pour Fortuna Ndambo de lancer un appel à la population à s'enrôler massivement dans la perspective d'un changement du Congo en général et d'Ilebo en particulier. Le président du COPICI-DPS Fédération du Kassai 2, Fortuna Ndambo, était à la tête d'une délégation où figurait son épouse, Mme Paola Imwembangu, du président fédéral Roger Nyami et de plusieurs combattantes et combattants de sa famille politique UDPS. Au rassemblement populaire convoqué devant le bâtiment administratif du territoire d'Ilebo, Fortuna Ndambo a usé toute sa sagesse pour inviter la population à éviter les enrôlements multiples en violation de la loi qui entraînerait comme conséquence la réduction du nombre de sièges du territoire d'Ilebo. On termine par cette ordonnance signée en date du 17 avril 2023 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendu, ordonne, article 1er, être prorogé pour une période de 15 jours. Prenant cours le 17 avril 2023, l'ordonnance du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 17 avril 2023, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original le 17 avril 2023, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo. Fin de ce journal, Madame, Messieurs, merci de l'avoir suivi à travers le monde. Retrouvez à 23h José Baïtombo. Je reviens demain à 20h.